Et puis, ben, je vais peut-être juste vous dire quelques mots sur les... Non, en guise d'introduction, je propose un tour de table. Hein. Je commence par notre invitée, Stéphanie, qui va dire quelques mots sur elle. Hein. Et puis, D'accord. Donc, je me présente, Stéphanie Moalik. Je suis développeuse web depuis trop longtemps, on va pas dire, des années quoi. Je travaille actuellement chez OVH Cloud et j'organise aussi avec des amis et collègues ce qu'on appelle des meet-up. Donc, comme vous faites avec les tisserands. Donc, on organise des meet-up plutôt sur Brest pour les développeurs, on va dire, du Finistère. Parce qu'on a décidé de faire un peu plus divers que faire juste le web, mais vraiment essayer de voir tous les métiers de développeur et d'autres makers quand on a envie de jouer un peu avec tout ce qui est des applications mobiles et ce genre de choses. On organise aussi donc le Devox for Kids by Code Arvugalé, qui est en fait Code Arvugalé, c'est aussi une sous-catégorie du FinisDev. Et sinon, de temps en temps, quand on n'est pas en distanciel, je donne des cours aussi au CESI pour apprendre à des plus grands à développer aussi. Voilà. merci Stéphanie. Je prends dans l'ordre peut-être. Émilie, veux-tu te présenter s'il te plaît? Ah, Émilie, on ne t'entend pas. Allez, bon. C'est Ça bon. y est. C'est bon? Donc, je disais Émilie Vivant. Donc, moi, pour me présenter, disons que j'ai longtemps travaillé sur l'étude des usages numériques en Bretagne et j'ai été chargée de mission numérique au Pays de Morlaix. Et c'est dans ce cadre que j'ai fait la connaissance des tisserands et que j'ai accompagné leur développement depuis le début. Et globalement, sur le plan personnel, je reste très intéressée par voilà, tout ce qui concerne les usages numériques, le numérique en territoire et le développement de l'inclusion et de la médiation numérique. Donc, je continue à œuvrer en ce sens avec les tisserands. Merci Émilie. Je passe la parole à Sacha. Bonsoir, moi c'est Sacha Durand. Du coup, j'ai été invité par Anne. Voilà, que dire de plus sur le sujet, c'est un truc que je connais pas du tout, donc ça va être un peu de la découverte pour moi ce soir. Voilà. Merci de ta confiance, Sacha. Merci. Olivier, est-ce que tu veux juste nous dire un petit mot, s'il te plaît? Oui, bonsoir. Moi, je suis informaticien dans les systèmes embarqués depuis longtemps, euh, en phase de reconversion parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'aéronautique, et en reconversion vers les systèmes d'information. Pardon. Donc voilà, et donc je m'intéresse un peu à tout ce qui touche à l'informatique de près et de loin. Tu as envie de jouer avec nous sur Oli, quoi. Et surtout, surtout le fait de transmettre aussi. D'apprendre à transmettre parce que c'est pas évident. Enfin. Tout à fait. Merci beaucoup, Olivier. Je passe la parole à Claire. Oui, bonjour. Donc, je suis en master 2 TEF avec Christelle. Et donc, c'est elle qui m'a invitée. Et je travaille en alternance à l'IMT Atlantique, donc une école d'ingénieur. Et j'y connais trop rien en fait en robotique. Et déjà, vu que je suis dans une école d'ingénieur, je me dis que ce serait pas mal. Je sais pas si je vais rester, mais en tout cas, voilà. C'est un sujet qui m'intéresse aussi. Et puis j'ai beaucoup travaillé avec le public des enfants, donc c'est un sujet qui potentiellement peut m'intéresser aussi. Voilà. Bienvenue Claire. Merci. Pierrot, est-ce que tu veux juste nous dire quelques mots sur toi? Bien sûr, bonjour, je suis désolé, je me suis connecté un peu en retard, mais donc moi c'est Pierrot, je suis médiateur numérique à la maison de quartier La Touche à Rennes. J'ai été invité par Christelle également, comme Claire, parce que je suis la même formation qu'elle deux en Master TEF à Rennes. Et voilà, dans mon activité professionnelle, j'ai eu l'occasion de mener depuis de nombreuses années des ateliers autour de la robotique, en fait des ateliers qui mêlent la programmation, l'impression 3D, l'électronique,
avec un public ado et un public enfant, mais également un public d'adultes. Et donc, alors je connais très peu les tisserands du web, mais je vois passer vos publications sur Twitter depuis un petit moment. Et donc, je trouve que les sujets sont très intéressants. Donc voilà, j'ai réussi à me connecter à temps ce soir pour participer à ce temps d'échange. Merci à tous les courageux. Christelle, tu veux juste dire un petit mot sur toi, puis après je donnerai la parole à Tony qui va nous présenter les tisserands, et puis après ce sera à vous, à toi et à Stéphanie. D'accord ? Donc, merci à mes collègues TEF d'être là, parce que voilà, c'est important pour nous aussi d'être au top de l'actualité, parce que voilà, c'est un sujet, la robotique, qui me tient à cœur parce que je suis enseignante de formation initiale. Donc, je suis en reconversion professionnelle, mais je ne vais pas tout à fait quitter ce métier-là. Je me destine aussi à être ingénieure pédagogique. Donc, et dans le numérique en plus. Donc, voilà, je mélange tout ça et je pense que la robotique aussi et la transmettre est important. Et merci aussi à Sacha, Olivier, et puis à mes collègues tisserands aussi qui sont là. Voilà, et je serai votre animatrice pour ce soir. Tony, est-ce que voilà, tu veux bien te présenter puis présenter les tisserands? C'est quand même toi l'initiateur. Ça marche. Ça marche. Bon, on est plein, on est plusieurs. Du coup, moi, je suis en transition professionnelle puisque voilà, je vais démarrer un nouveau poste dans pas longtemps. Du coup, sur les tisserands, pour expliquer un peu, l'idée c'était vraiment d'essayer d'avoir une communauté numérique sur le pays de Morlaix autour de l'inclusion, parce qu'on est plusieurs à penser que justement pour vraiment agir sur différents niveaux sur le territoire de Morlaix, en tout cas sur le numérique, du coup, c'est les meet-up et du coup les communautés permettent de faire monter en compétence tout le territoire. Et du coup, la communauté des tisserands a été créée dans ce sens-là, vraiment focus sur l'inclusion. Et donc voilà, que dire de plus Parfait. Voilà, à peu près. Merci à tous. Donc moi, je suis Anne Guyader, chercheuse en sciences sociales et je fais de l'accompagnement numérique. Voilà. C'est à toi, Christelle. Alors oui, je ne vais pas présenter donc Stéphanie parce elle s'est présentée elle-même. Donc on va passer directement aux échanges. Et puis Stéphanie va nous faire partager un petit peu sa passion et nous expliquer pourquoi la robotique est un jeu d'enfant. Alors tout d'abord, Stéphanie, peux-tu nous définir ce que c'est la robotique ? Alors la robotique, en fait, c'est tout ce qui va être autour du mouvement programmé. Donc on va parler aussi bien de robots qui roulent, de robots qui marchent, comme on a pu voir avec tout ce qui était autour de Wall-E ou encore Baymax, pour les exemples qu'on peut avoir en tête ou qui viennent rapidement, ou pour les plus anciens, Johnny 5 et ceux-là même, quoi. Et en fait, la robotique, ça aussi reprend tout ce qu'il y a sur les chaînes de production, tout ce qui va être automatisé. Par exemple, du côté d'Ivebag, quand ils font les… Excusez-moi, j'ai été surprise par l'apparition de me voir comme ça en plein écran. Donc, Livebag, quand ils font tout ce qui va autour des accessoires pour les autos, utilise en fait aussi la robotique. Donc, tout ce qui est chaîne automatisée, on utilise des robots. Sur la construction des voitures, maintenant, il y a aussi beaucoup de robots qui sont mis en place. Donc, la robotique, ça va entraîner tout ça. Mais ce n'est pas très drôle quand on parle de robots sur les chaînes de production. Donc, on va plus se focaliser sur les robots qui roulent, qui marchent, et ce qui pourrait être intéressant plus pour les enfants. D'accord, merci. Et quel est le fondement de la robotique ? Oh là, tu m'en demandes un peu trop. Non, pas. En gros, c'est pour arriver… est-ce que c'est l'algorithme qui façonne la robotique ou c'est autre chose? Voilà. Alors, en fait, quand on va construire un robot, on va d'abord commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut lui faire faire. Par exemple, un robot qui roule, on va lui envoyer un ordre pour qu'il aille soit en avant, soit en arrière.
Donc, c'est ce que tu veux dire en parlant d'algorithme. En gros, on va plus définir son fonctionnement, comment il va le faire. On va lui dire, si j'appuie sur ce bouton, je vais le faire aller en avant. Si j'appuie sur tel autre bouton, il va s'arrêter. Si j'appuie sur les deux boutons en même temps, il va aller en arrière. En fait, on va définir un peu chaque mouvement, chaque élément qu'on veut lui faire faire. Donc là, on va commencer à réfléchir à ce que va faire le robot. Donc, on va commencer à mettre en place un programme qui n'est pas forcément encore écrit, mais on va commencer à réfléchir à notre robot, il va servir à quoi. D'accord. Et comment on peut traduire l'algorithme au quotidien? Par exemple, pour des personnes justement qui ne sont pas adeptes ou du moins à l'aise avec la robotique et pour qui le terme d'algorithme, de programme, c'est compliqué. Comment on peut, est-ce qu'au quotidien, on peut rencontrer des algorithmes? Oui, complètement. En fait, par exemple, quand on suit une recette de cuisine, on suit un algorithme parce que c'est détaillé par étapes. D'abord, on va rassembler tous les ingrédients. Donc, au niveau programmation, c'est la définition des variables qu'on va utiliser dans notre programme. Ensuite, une fois qu'on a rassemblé tous les ingrédients, on a des étapes à suivre. Donc, étape 1, ça va être de mettre la farine dans le bol mélangeur. Étape 2, on va mettre le sucre. Étape 3, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un algorithme parce qu'on procède par étapes. Une fois que la première étape est finie, on passe à la suivante et ainsi de suite. Un programme et un algorithme, c'est la même chose. L'algorithme, en fait, on définit vraiment des étapes. Pareil, quand on commence avec nos enfants, quand on commence à leur apprendre des routines le soir ou le matin ou dans la journée pour rythmer leur journée, en fait, on leur fait faire, malgré nous, malgré eux, on suit un algorithme parce qu'on suit des étapes. Le matin, il y a le réveil qui sonne, on les lève, on les habille, ils font leur toilette, ils prennent leur petit déjeuner. Enfin bon, il y a toutes ces étapes-là qui se déroulent et en fait, c'est un algorithme. Malgré nous, on en suit. On est programmé. On est tous des robots en fait, c'est horrible ce que tu nous racontes. Finalement, on se rend compte que pour les enfants, pour qu'ils puissent s'y retrouver, pour qu'ils puissent avoir des repères dans leur journée ou dans le déroulement d'une semaine ou d'une journée, d'une semaine, d'un mois, en fait, on est obligé de leur faire suivre des routines. À partir du moment où ils suivent ces routines, et ben après, ils arrivent à se repérer dans le temps, ils savent ce qu'ils doivent faire et on n'a plus besoin la plupart du temps, il n'y a plus besoin de leur rappeler comment ça marche. Et en fait, c'est vraiment ce qui permet de vivre dans le monde, de vivre en société, de vraiment avoir des repères communs à tout le monde. Donc nous, on n'est pas des robots programmés ou quoi que ce soit, mais disons que ça nous permet de vivre en société. Donc on a tous les mêmes repères, tous à peu près les mêmes façons de voir. Donc façon de voir, on va dire la journée, comment elle se déroule et voilà, c'est plus après. Oui, bien sûr. On a nos libertés quand même. Et alors là, par contre, je peux peut-être ajouter mon expérience en tant qu'enseignante justement sur les algorithmes que l'on rencontre au quotidien. Il y a aussi les colliers de perles qui alternent soit des formes géométriques, soit les couleurs et toujours le même rythme, toujours voilà. On peut aussi leur proposer de se déplacer justement sur un quadrillage géant. On peut faire ça aussi. On peut passer par le corps beaucoup et ensuite passer aussi suivre un parcours fléché. Ça aussi, je pense, hein, tu me confirmes si c'est c'est peut-être des algorithmes. Enfin, ce sont des algorithmes. Ce sont des algorithmes. C'est comme ça qu'on l'aborde. En fait, c'est comme ça qu'on aborde la programmation avec les enfants. On ne parle pas d'algorithme, mais on leur apprend en fait à réfléchir, à organiser des étapes. Et on commence avec les tout petits de la même façon.
En fait, on leur dit, ben voilà, vous allez faire un jeu, vous avez une tortue, vous devez l'emmener jusqu'au diamant, vous avez des cartes qui disent, je vais tout droit, je vais tourner à gauche, que ça permet de réviser tourner à gauche et tourner à droite, ce qui est pratique aussi pour éviter de ne plus se souvenir où est la gauche de la droite. Et donc, et au fur et à mesure, ils posent leurs cartes. Donc, ils décident de la route de la tortue pour aller jusqu'au diamant. Et ça permet vraiment pour eux d'appréhender ce qu'est un algorithme, sachant que c'est ce qu'ils font aussi à l'école. Comme tu disais, ils font des colliers de perles où ils doivent assembler une série de perles les unes à la suite des autres en reproduisant un schéma ou un dessin. Mais c'est ce qu'ils font aussi par moment dans certains exercices où il y a un début de série qui est défini avec des cartes et doivent trouver la suite en fonction des premiers éléments. Donc, quelque part, ils écrivent leur premier programme dès la maternelle. D'accord. Et comme tu as ton public d'enfants va de la maternelle, j'imagine, jusqu'au lycée, dans les ateliers que tu proposes, ou peut-être collège. En fait, on s'arrête au collège. Au collège. On s'arrête à la 6e parce qu'ils commencent à être adolescents et à moins s'intéresser à ça. Alors justement, il y a aussi un passage qui peut aussi déclencher des peurs, c'est l'apparition des écrans. Alors, quelle est ta position? Parce qu'on pense, en tant que parent, on se dit, oh là là, je ne vais pas faire de robotique à mes enfants parce que tout de suite, ils vont avoir le nez collé sur les écrans et voilà, et c'est fini, je vais les perdre, etc. Donc, et toi, quelle est ta position sur les écrans, mais surtout ton expérience par rapport à ça? Et puis, est-ce que tu peux nous rassurer là-dessus? Alors nous, les tout petits, on va dire jusqu'à peu près 6 ans, on leur apprend à programmer sous forme de jeu sans écran. On a la chance d'avoir on a donc le jeu dont je parlais tout à l'heure, on programme une tortue. En fait, c'est un plateau, hein. C'est un jeu de plateau où il y a différentes étapes. On leur apprend d'abord. En fait, la première étape, c'est tout simple, c'est juste comprendre le mouvement tout droit, à gauche, à droite, et aller directement quasiment sur le diamant. Ensuite, on commence à rajouter des obstacles, donc il faut qu'ils les contournent et qu'ils réfléchissent à un chemin un peu plus compliqué. Ensuite, on met des obstacles, mais c'est des obstacles qui peuvent être détruits. Donc, on leur donne aussi un laser pour pouvoir utiliser, mais il faut pouvoir, pareil, c'est une étape, il faut réfléchir que je tire sur l'obstacle, je le détruis, ils font. Donc, maintenant, je peux avancer et passer par-dessus cet obstacle, mais c'est vraiment pour pouvoir réfléchir aux différentes étapes. Donc, on a ce jeu-là qui est vraiment très intéressant. Et même nous, adultes, après, quand on commence à nous donner les lasers, on ne va plus aller chercher le diamant, mais plutôt essayer d'aller s'embêter les uns les autres. Ça marche à tous les coups. On a testé plusieurs fois avec des adultes et ça se termine souvent comme ça. Ensuite, on a un petit robot, pareil, où là, on va programmer via une télécommande le robot. Donc, on va lui faire aussi un parcours. Donc, c'est un robot avec des cas plats, avec tout ce qui peut nous servir pour faire un parcours. Il y a un autre robot qui existe où là, c'est sur une... Il a été... Alors, j'ai plus le nom en tête du robot. Parce qu'il était un peu hors budget pour nous, donc on ne l'a pas eu, mais on nous l'a prêté une fois et les enfants avaient bien adhéré. Là, la différence, c'est qu'on programme via une planche en bois où on met les éléments pour le faire aller tout droit, pour tourner à gauche, à droite. Donc, c'est Cubetto qui s'appelle le robot, du moins le plateau, c'est Cubetto. Donc là, on le programme aussi de la même façon. Et aussi, après, c'est pareil. En fait, c'est tout sous forme de parcours. On avait fait une autre activité qui avait plu aux enfants, mais ça ne durait pas très longtemps. C'était juste une dizaine de minutes, ils restaient concentrés. On leur donne une feuille, on leur donne des feutres et ils doivent programmer leurs parents pour lui faire un parcours. Donc voilà, après, ça peut être aussi très basique. La flèche pour aller tout droit, du moins une flèche qui monte pour aller tout droit, une flèche qui va à gauche pour aller à gauche, une flèche qui va à droite pour aller à droite. Et ce genre de choses. D'accord. Alors, mais pour les petits, on évite au maximum les écrans. Parce qu'on sait qu'un écran, on peut le perdre en plus on essaie de ne pas faire des ateliers qui durent plus de 45 minutes avec les petits. Parce qu'on sait qu'ils ont le temps d'attention, le temps qu'on explique, qu'ils commencent à rentrer dedans. Donc, on peut vite perdre leur attention. Et s'ils sont sur des écrans, on perd encore plus vite leur attention.
Donc, on a essayé de les limiter. Alors, ces activités que tu décris là, ça permet de développer quelles compétences selon toi? Alors, il y a le repère dans l'espace. D'accord. Parce que comme on révise au-dessus, en dessous, gauche, droite, est-ce que je peux passer par-dessus? Je ne peux pas passer par-dessus. Est-ce que je dois le contourner? De quel côté je vais tourner? Donc, ça nous permet de faire le repère dans l'espace. Aussi le repère dans le temps, parce qu'il faut avancer. Et il faut y aller étape par étape. Donc, ça leur permet de comprendre ça. Après, ça permet aussi de créer un moment, un peu de complicité avec les parents, parce que les ateliers avec les tout-petits, on les fait avec les parents. Parce que c'est quand même, ça demande quand même beaucoup d'énergie de faire ça avec des tout-petits pour les... Et ça leur apprend l'autonomie aussi, malgré tout, parce qu'ils font avec les parents, mais c'est eux qui font. C'est pas les parents qui font. Donc, ça leur permet aussi quelque part de s'affirmer, d'affirmer un peu leurs choix et leurs idées, en disant non, je veux faire ça. Et puis, donc, en tant que parent, on doit se retenir en disant t'es sûr, tu veux faire ça, t'es sûr, parce qu'on veut qu'ils réussissent. Donc, déjà, des petits, on leur apprend l'erreur. Je sais que quand on fait sur le jeu de plateau, souvent c'est plutôt Horatio qui gère ça, donc un autre de l'équipe. Il aime bien faire, quand il se trompe sur le parcours, il aime bien faire des bruits d'erreur. Donc, voilà, ce genre de choses. Ça marche toujours avec les petits, c'est très rigolo. Après, on ne sait pas trop qui s'amuse, en fait, si c'est les adultes ou les enfants. On a un peu oublié quel niveau on était des fois. Donc, voilà. Donc, en fait, dès tout petits, on leur apprend qu'ils ont le droit de se tromper et que ce n'est pas grave. Donc, ils peuvent continuer, recommencer jusqu'à réussir. Donc, comme ça permet aussi de dire on s'était trompé, on avance, on continue, je réessaye, et puis y a pas, en gros, c'est sans danger, donc ça leur apprend tout ça. Alors, on va élargir un peu notre vision et partir du principe qu'un enfant qui a commencé très tôt la robotique va continuer à développer ces compétences-là. Pour toi, quels sont les enjeux que représente la robotique et la programmation pour un enfant et après pour le reste de sa vie et sa future vie d'adulte? Voilà, quels sont pour toi ces enjeux déjà, pour lui, ça veut dire que cet outil, que ce soit le robot ou l'ordinateur, c'est pas mystérieux. C'est pas quelque chose de je connais pas, attention, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose qu'il connaît. C'est quelque chose qu'il va commencer à comprendre. Et puis, au lieu d'être que spectateurs, comme ils le sont, ils ont tendance à l'être un peu avec la télé ou quand un peu plus grand, ils passent leur vie sur YouTube, TikTok et toutes ces applis-là, ils vont comprendre ce qui se passe derrière. Ils vont comprendre qu'il y a des éléments qui rentrent en jeu. Donc, ils vont plus être actifs que passifs devant cet outil. Ensuite, ils vont comprendre que quand on leur dit que c'est de la faute de l'informatique, c'est pas vrai. On va pas leur dire oh non mais c'est une erreur informatique. Non, ils vont comprendre que l'erreur informatique, elle a été faite par un humain derrière et ça ils vont comprendre. Donc ça sera pas quelque chose de nouveau. Par contre, ça veut pas dire que ça sera leur métier. D'accord. Ils ne seront pas forcément tous développeurs, informaticiens ou non, ça sera quelque chose de connu et ils auront choisi de s'ils veulent en faire leur métier. Moi, ça ne me dérange pas, mais ça ne sera pas quelque chose. Attention, non, je veux pas. Ah non, un ordinateur, surtout pas. Voilà. En gros, c'est un mode d'appropriation et pour moi, ça désacralise l'ordinateur et ça le rend. Voilà, ça rend l'outil. Ça remet l'outil à sa place. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, c'est ce que j'essaye d'interpréter ce que tu nous as expliqué. En gros, c'est l'humain, entre guillemets, qui reprend possession de l'outil parce que derrière chaque ordinateur, il y a un humain qui a fait un programme et qui s'est trompé, qui a recommencé, etc. Tout à fait. Et on peut aussi parler, pour moi, qui n'y connais absolument rien, pourtant
qui adorent ça. Alors, c'est un paradoxe. Pour moi, c'est une langue étrangère. C'est-à-dire, c'est comme si demain, je devais apprendre le chinois. Voilà, j'envisage de commencer la programmation et enfin la robotique, et pour arriver à la programmation dans cette optique-là, que ça devienne un langage commun pour éviter qu'on soit mis à l'écart ou pour avoir des bons usages aussi. C'est ce que tu expliquais avec les réseaux sociaux qui aussi, on a l'impression que nos enfants perdent le contrôle là-dedans, et encore plus les parents. Enfin, voilà. Donc, je lance maintenant. Alors, on a fini par les enjeux, mais après, je pense que si tu as d'autres choses à rajouter là-dessus, on peut peut-être laisser la parole à nos invités pour des questions, pour approfondir aussi voilà, des thèmes qu'on a pu aborder. Et si vous voulez réagir par rapport à ça, ça serait vraiment, vraiment bien. Alors, je ne sais pas, Stéphanie, si tu as envie de rajouter des choses. Ou je vais juste revenir sur ta phrase comme quoi la programmation, pour toi, c'est comme une langue étrangère. Mais c'est vraiment ça, en fait. Parce qu'on a une grammaire, une syntaxe et un vocabulaire. Donc, à partir du moment où on a compris comment fonctionnerait un programme, donc, on peut se passer au langage. Et les langages, il y en a plein qui existent, plein de différents. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va entraîner, qu'est-ce qu'on va faire. Il y a un autre point sur lequel je n'ai pas trop insisté, j'ai surtout parlé des tout petits, mais il y a les plus grands. La tranche on va dire des plus grands, ceux qui sont en primaire, il ne faut pas oublier quand même que l'informatique, la programmation et la robotique, c'est au programme. Donc, oui. Ça permet aussi, malheureusement, on est quand même à l'ouest, mais on est à l'ouest aussi sur ce sujet-là, parce que malheureusement, dans les écoles, ils ne sont pas équipés pour ça, ou alors pas bien accompagnés. Quand ma fille me dit qu'elle a fait de l'informatique à l'école, je dis « Ah super, t'as fait quoi ?» J'ai appris à allumer et éteindre l'ordinateur et envoyer un document Word sur une imprimante. Voilà. Donc, de temps en temps, ça me fait un peu pincement. Ma chérie, c'est pas de l'informatique, ça. Mais bon, tu as appris à utiliser l'ordinateur. OK. Mais voilà. Donc, il ne faut pas oublier ça aussi. Il y a un autre point sur lequel je n'ai pas trop insisté non plus. Et là, je vais insister un peu plus. On parlait des réseaux sociaux. On parlait des enfants et de l'informatique. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi aux parents d'accompagner leurs enfants et de ne pas les laisser devant l'ordinateur. Parce que c'est un outil, on leur apprend à être autonome. Oui, mais c'est comme quand on leur apprend à aller sur la route quand ils font du vélo. On leur apprend qu'il y a des règles, un code, qu'il faut mettre son casque, qu'il faut que le vélo soit équipé, que les freins fonctionnent correctement. On les accompagne malgré tout, on leur apprend la sécurité. Et bien l'informatique, c'est pareil, les ordinateurs, c'est pareil. Il y a tout ça à apprendre aussi aux enfants. Donc, on ne va pas sur n'importe quel lien, on n'accepte pas n'importe quelle invitation et tout ça. Donc, c'est aussi, ça rentre aussi dans le cadre des parents d'accompagner leurs enfants, comme on accompagne nos enfants quand ils commencent à faire du vélo sur la route. Voilà. J'ai complété différents sujets sur lesquels j'étais un peu passée vite. Merci Stéphanie. Alors, des questions peut-être, on espère. Christelle, tu as quelques petites questions dans le chat. Je vois la question de Claire. Voilà, c'est ça. Pourquoi les enfants à partir de 12 ans sont moins intéressés? Alors, je ne dirais pas qu'ils sont moins intéressés par la robotique. Je dis que nous, dans les ateliers, déjà, on avait beaucoup moins d'enfants inscrits après 12 ans. En gros, quand on fait le Devox for Kids, on prend une dizaine de petits qu'on répartit sur 4 groupes à peu près. On prend une vingtaine de moyens et normalement, on avait 20 places pour les plus grands. Non, on avait 10 places pour les plus grands parce qu'au début, on avait fait juste moyen et grand, 20 et 20, et on s'est retrouvé avec même pas une dizaine de grands inscrits. Donc, au fur et à mesure, on a commencé à réduire les grands pour se concentrer sur les moyens où on avait plus de demandes et plus de listes d'attente. Alors, je ne sais pas pourquoi ils s'intéressent moins.
peut-être parce qu'ils ont souvent des activités le samedi, parce qu'ils commencent à être adolescents, parce qu'ils sont moins proches de leurs parents, parce que les parents ne pensent pas forcément que ça peut les intéresser. Donc, et puis c'est l'adolescence aussi, malheureusement, qui commence. Donc, parce que présenter comme découvrir comment fonctionne TikTok, je pense que c'est quelque chose qui serait peut-être assez vendeur. Enfin, après, c'est peut-être pas vos objectifs, mais c'est malheureusement, ils s'en fichent. Ils veulent l'utiliser, ils veulent pas comprendre comment ça marche. Ouais, c'est dommage. Oui, je sais bien, ou leur apprendre à faire un site web, on s'est rendu compte que c'était pas. Et puis, c'est pas un public facile non plus. Passer 3-4 heures avec des jeunes qui ça les intéresse pas trop, ou sont déjà été un peu forcés, ou si on leur propose de faire un peu plus de Scratch ou de Minecraft, ils disent ouais, mais Scratch on en fait déjà à l'école, et là on leur dit oui, mais c'est pas la même chose. À l'école vous faites du Scratch pour résoudre des problèmes de maths. Nous on vous propose de faire du Scratch pour vous amuser. C'est pas et non, ça on a eu beaucoup de déconvenues, donc comme on est quand même bénévole, on s'est dit qu'on allait choisir le public qui était plus drôle à former. Bah oui, tant qu'à faire. Autant que nous, on s'amuse aussi. Mais parce que du coup, les plus grands, alors vous faites quoi avec eux Alors, avec plus complexe, là, j'imagine. Bah, disons qu'on fait en fonction de ce qu'on a testé. Alors, avec les moyens, on commence à utiliser un peu... donc, ils font du Scratch, ça assure, parce que c'est quand même rigolo. C'est quoi? Désolée, mais je finis. Alors, Scratch, en fait, il n'y a pas de souci, pas de problème. En plus, je peux en parler pendant des heures de tout ça. Alors, Scratch, il l'utilise à l'école aussi, la version M-Block. En fait, c'est un petit chat donc, qui s'appelle Scratch. D'ailleurs, le logo, c'est un petit chat tout roux. Et c'est ce qu'on appelle un avatar. Et ce petit chat, on le positionne dans un écran. Et là, on va commencer à lui faire des choses. Donc, on lance le programme. Donc, on va pouvoir aller le faire aller à droite ou à gauche de l'écran en fonction d'événements. Donc, soit un clic souris, soit on va appuyer sur la barre espace, ou alors après, on va commencer à mettre des interactions. C'est-à-dire que s'il rencontre un personnage ou s'il arrive complètement à droite de l'écran, on le renvoie vers la gauche. Donc là, on peut commencer aussi à le faire soit se retourner, ou alors il peut commencer à marcher au plafond. Et ensuite, quand il revient de la gauche vers la droite, il remarche au sol, puis ainsi de suite. Merci Christelle. Pour apprendre le code, en fait, pour les enfants. En fait, ça leur apprend le code, mais sous forme de jeu. Okay. Donc, c'est vrai qu'ils le feront à l'école. Mais on fait, nous, plus en mode jeu. Ensuite, il y a quelque chose qui est sympa avec Scratch, c'est qu'on peut aussi faire des interactions avec la caméra, par exemple, de l'ordinateur. Quand il y a une webcam, on peut ajouter des informations, des extensions. Donc là, on peut s'amuser à faire, j'ai une balle, si je bouge la main, la balle, elle s'envole. Ou on peut s'amuser à faire un jeu de tête. Il y a plein de jeux, il y a plein d'applications et de jeux qui ont été développés autour de ça. Il y en a même qui ont fait leur version de Super Mario avec Scratch, qu'on peut trouver sur le site officiel. Donc ça, on fait avec certains. On utilise aussi, je vais mettre dans le chat parce que c'est rigolo, même pour les adultes, pour apprendre les bases de programmation. Donc on fait plein de programmation avec les enfants. Donc, parce que après tout, c'est la partie drôle. Pendant que tu écris, il y a une remarque de Tony qui dit qu'après 12 ans, cela marche plutôt bien sur la production média, donc vidéo, YouTube, autres, ce qui donne un goût à la créativité, à la mise en forme d'idées pour l'avoir testé. Mais ce n'est pas tellement de la robotique pour le coup, effectivement, mais voilà. Ouais, et puis après, je sais pas trop, cette partie-là, c'est pas trop mon truc, donc je peux pas trop les former à ça, vu que perso, je joue pas. Donc là, je vous ai mis un autre atelier qu'on peut faire, ça s'appelle Code Combat, où là, ils apprennent aussi les bases de programmation, donc souvent, on fait plus du JavaScript, où là, on a un petit personnage, et on doit résoudre en fait un peu des casse-têtes. En gros, on a un personnage qui doit commencer une scène et pour pouvoir passer à l'étape suivante, il doit soit zigouiller les méchants, soit récupérer un coffre en évitant des pièges et en évitant des bombes, etc. Donc en gros, on programme dans un jeu. Donc certains enfants adorent,
Et d'autres enfants préfèrent Scratch quand on leur donne plus une part de créativité. Et c'est là où on remarque aussi, il y a les enfants qui adorent la programmation sous forme de jeu version combat, et d'autres enfants qui préfèrent tout ce qui est plus en mode créativité. Parce que ce qui est bien avec Scratch, c'est qu'on peut créer des jeux, mais on peut aussi créer des animations, des petites scénettes. On peut aussi faire de la musique et s'amuser. On a des cartes qui existent. Donc, il y a... Hop, j'ai tout avec moi. Il y a Meki Meki, en fait, qui fait une petite carte. J'en ai une. En fait, et qui simule un clavier. Donc, on branche avec des petites pinces crocodiles et on peut connecter des fruits ou alors on peut s'amuser aussi avec du carton, du papier alu et connecter dessus et on peut faire des instruments de musique. On a fait ça une fois, les enfants ont adoré. En plus, on faisait un peu atelier création, imagination, tam-tam et compagnie. Avec les fruits, il faut se méfier. Il y a certains fruits, il faut éviter, sinon on a de la compote à la fin de la journée. Voilà. Et mon dernier jeu, alors là, moi, c'est un truc dont je suis fan, dont j'arrête pas de parler. Le dernier atelier qu'on fait, c'est avec une petite carte électronique, la Microbit. Donc, j'avais déjà partagé le lien pour la programmer, pour la simuler. Et en fait, cette carte, ce qui est bien dedans, il y a tout. Donc là, on a des LED. Ici, on a des boutons. Sur la nouvelle version que j'ai enfin, il y a un micro et un petit haut-parleur. Donc, on peut faire aussi de la musique avec. Et en plus, cette carte, elle peut se programmer via une tablette en Bluetooth. Et on peut aussi, avec deux cartes, envoyer des signaux par radio. Il y a un accéléromètre, il y a un gyroscope, donc on peut aussi la programmer sur plein de choses. Et ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'on peut la mettre dans des robots. Ok. C'est mon nouveau, c'est mon dernier celui-là. Oh, toi, t'as les yeux qui brillent là. Ah mais moi les robots, j'adore. Puis c'est tellement rigolo à programmer. Donc voilà, on peut faire tout ça, on fait tout ça dans les ateliers et il y a vraiment de quoi s'amuser avec les enfants. Alors, je vais faire appel à un ami, Pierrot. Pierrot, est-ce que tu serais d'accord pour nous partager tes expériences de médiateur numérique au sujet des ateliers que tu peux mettre en place? Est-ce que tu retrouves des choses que Stéphanie a présentées? Est-ce que tu as des choses à rajouter ou des questions? Alors moi, je partage tout à fait la passion qu'a pu exprimer Stéphanie au cours de sa présentation. Effectivement, il y a plein de choses qui se jouent en termes de développement de compétences chez les enfants autour de ces ateliers. Je ne peux pas rajouter grand-chose, mais sur la question de Claire, à partir de 12 ans pour les enfants, moi, je fais de multiples ateliers avec les enfants, hein, que ce soit vidéo, Internet, applications, plein de choses. Et c'est vrai qu'à partir de 12 ans, et c'est surtout un phénomène lié à l'âge des ados, ils rentrent pas dans le même modèle où ils vont aller s'inscrire volontairement dans un atelier cadré où on va faire des choses. Ils traînent, quoi. Et donc, alors, moi, dans ma structure, j'ai la chance d'être dans un endroit où on a un accueil de loisirs, donc plutôt pour les enfants jusqu'à 10-11 ans, et aussi un accueil jeunesse, où là, on a des ados qui zonent, quoi, qui sont là pour faire les cons. Et du coup, c'est pas du tout la même approche. Les ados, on arrive à les accrocher quand ils voient ce qu'on fait. Ils vont pas adhérer à un atelier contraignant où ils doivent se pointer toutes les semaines, mais quand ils voient ce qu'on fait et que ça peut les intéresser, là, on a un point d'accroche et on peut les emmener plus loin. Par contre, je rejoins cette idée que à cet âge-là, entre 9 et 11 ans, les enfants sont passionnés, ont une imagination débordante et sont déjà bourrés de compétences, ou alors on peut aller très très loin sur des ateliers divers, y compris la robotique. Je ne connais pas du tout la carte Microbit, je suis très intéressé pour aller voir ce que c'est. Voilà. Sinon, moi, ce que j'aime, alors j'ai entendu parler de l'atelier hors écran. Bon, il y a plein de choses qui se jouent à ce niveau-là, mais en tout cas, moi, dans les projets autour de la robotique, ou en tout cas autour de la programmation, les moments que je préfère sont les moments où on est où on est dans une salle en train d'essayer
essayer justement de définir ce qu'on veut faire avec notre objet robotique, et où là, ce qui se joue en fait, c'est d'organiser les idées et surtout d'échanger sur ce que chacun a envie de faire. Et c'est un moment qui se joue évidemment en dehors des écrans, où en fait on écrit sur des feuilles, où on écrit au tableau, et on essaye d'imaginer ce que notre robot va faire. Moi, c'est mes moments préférés parce qu'en fait, les enfants n'ont jamais les mêmes idées. Certains rigolent des idées des autres, parfois même d'un ton moqueur, mais en fait, c'est jamais ridicule parce qu'il y a toujours quelque chose derrière les idées des enfants. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment de partir de là, d'organiser vraiment qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir programmer autour autour des objets qu'on est en train de créer. Donc moi, en tout cas, les expériences que j'ai eues, c'est plutôt avec cette tranche d'âge-là, entre 9 et 12 ans, où on a créé des petits bras articulés, des petits robots avec des servomoteurs qui marchent, des voitures avec des capteurs de distance qui roulent toutes seules et qui évitent les obstacles, des robots qui dessinent sur un tableau. Voilà, j'ai plein de petits exemples, mais en fait, on ne peut pas vraiment faire de démonstration parce qu'à chaque fois qu'on en finit un, on le démonte pour en faire un autre finalement, donc on n'a pas grand-chose qui reste. Mais voilà, c'est plein de choses passionnantes. Ouais. Alors, moi j'ai une question là tout de suite. Qu'est-ce qui reste? Parce que tu dis, enfin vous dites que ces ateliers de robotique développent des compétences et puis qu'ils sont capables de faire plein de choses et qu'ensuite, rentrer dans la phase d'adolescence, ils ont envie d'autres choses, des choses moins structurées, plus libres, plus… Mais qu'est-ce qui reste de tout ça? Parce que j'ai l'impression que tout se perd et que l'entrée dans le langage, c'est comme si on apprenait une langue. Pendant 2 ans, 3 ans, on commence à pouvoir parler, changer, puis pof, tout s'arrête. Alors, est-ce que vous avez pu remarquer des retours ou que ces compétences restent et peuvent être mobilisées plus tard? Oui, je pense que oui, en fait, ce qui reste, c'est plus la compréhension et je pense, et aussi l'apprentissage de l'échec, de l'erreur. Quand ils ont commencé à programmer, ils ont fait des erreurs, ça n'a pas marché, ils ont continué. Donc, je pense que ce qui reste, du moins, j'ai vu ça avec une qui avait fait un des premiers ateliers où elle n'était pas super motivée à le faire. Quand on avait fait le premier des Vox for Kids, elle était ado et ça lui avait pas plu plus que ça. Et il y a 2 ans, elle avait organisé le DevFest avec nous et finalement, elle avait trouvé ça génial et elle s'est orientée en IUT d'informatique. Et je pense que ce qui est resté, c'est plus l'intérêt, la curiosité et après, et pouvoir aller plus loin et chercher, faire des choses. Et quand je l'ai vue l'année dernière, qu'on a discuté, mais elle faisait des trucs, je pensais même pas qu'après 1 an d'IUT, elle serait allée vers ça aussi loin, quoi. Donc je pense que ce qui reste, c'est vraiment aller chercher plus loin, la curiosité, je me suis trompée, je recommence, je continue. Et je pense que ça reste malgré tout. Le langage, ils vont peut-être l'oublier, mais tout ce qu'ils auront appris dans ces ateliers, dans tout ce qu'on leur aura fait faire, je pense qu'il y a des choses qui vont rester quand même. C'est vraiment pouvoir essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas, rechercher la solution, et recommencer jusqu'à arriver au résultat. Et je pense que ça reste. Est-ce que je peux rajouter une chose? Bien sûr. Ah non, Émilie, je te laisse parler avant. Vas-y, Émilie. Non, d'accord, ok. Non, Ouais, alors, moi, ce que je voulais dire, c'est autre chose que je pense qui reste, c'est… Je pense que quelque chose qui reste aussi, c'est le principe de fonctionnement de base, en fait, la logique qu'il y a derrière tous les langages informatiques. Et désolé, j'ai un bébé qui se met à pleurer, je recoupe le micro et je passe le mot à Pierrot. Ok, alors moi j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont couchés, donc ça va. Comment dire, je sais plus en fait ce que je voulais raconter, mais si ce que je vois et qui reste beaucoup, c'est les liens qu'on peut se créer entre les participants aux ateliers. C'est vraiment ça que je vois moi, parce que quand on pense à des ateliers robotiques, on pense tout de suite à la programmation, et quand on pense à la programmation, on pense tout de suite au code. Mais là, il faut vraiment casser ces idées-là. La part d'écriture du code, dans mes ateliers en tout cas, ça n'a jamais été une finalité, en tout cas ça n'a jamais été
pris en compte par la majorité des participants. Il y a toujours un ou deux, ou une ou deux personnes qui ont envie d'y aller et d'aller écrire le code et d'aller écrire les fonctions qu'on avait imaginées avant, mais c'est les échanges, l'imagination justement qui va essayer de définir ce qu'on veut faire, qui est importante. Et ensuite, dans les projets de robotique, il n'y a pas que la programmation et le code, il y a aussi toute l'électronique, donc comprendre des schémas, essayer de les réaliser, de faire les soudures, etc. Et aussi, parce que on a la chance d'avoir une imprimante 3D, mais on crée aussi toutes les parties mécaniques. Donc, il y a beaucoup de choses et il y a toujours des choses à améliorer, c'est jamais fini. Donc, finalement, il y a plein de thèmes divers à traiter qui sont traités par les enfants qui ont envie d'aller vers là ou vers autre chose. Ils n'ont pas tous envie d'aller coder, ils n'ont pas tous envie d'aller mettre le nez dans ces langages-là. Par contre, ils se regroupent tous pour échanger sur ce qu'ils vont faire. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important, et c'est cette espèce de dynamique de groupe où il y a des liens qui se créent parce que les enfants ont créé ensemble quelque chose qu'ils présentent après. Enfin voilà, il y a une chose très forte qui se joue à ce niveau-là. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la partie où ils vont présenter ce qu'ils ont fait. Et là, c'est la fierté de présenter ce qu'eux ont réussi à faire et comment ça a fonctionné et comment ils sont arrivés au bout. Et vraiment, les enfants qui veulent bien parler, parce que là-dessus, on ne les force pas non plus. Mais on se trouve souvent des enfants qui sont prêts à présenter ce qu'ils ont fait, surtout quand ils sont fiers et qu'ils ont réussi à aller jusqu'au bout de leur idée et qu'elle est vraiment sortie telle qu'ils l'avaient imaginé. Mais des fois, c'est juste faire un dé. Avec la carte microbit, c'est ce qu'on a fait pas mal. Des fois, c'est faire un dé, vu qu'on peut la secouer et ça peut afficher un nombre aléatoirement. Et vraiment de réfléchir à comment je vais le faire. Quand j'affiche un 4, comment j'affiche le 4 sur les LED? Est-ce que toutes les LED sont allumées ou quelle LED j'allume pour bien montrer que c'est un 4, un 5, un 6? C'est tout ça et quand ils ont réussi, que ça marche enfin, ils veulent vraiment le montrer à tout le monde. Ou des fois, quand ça marche pas, ah non, mais là, l'atelier, il est fini, tu passes au suivant. Ah non, 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 je veux finir, je veux réussir. Et quand on voit vraiment quand ils s'accrochent là-dessus, on se rend compte que c'est bon, ils ont commencé à bien appréhender le sujet, ça les intéresse. Et là, nous, on les laisse, vas-y, fini, prends ton temps, t'inquiète, on va attendre. Et c'est assez rigolo de les voir vraiment s'accaparer tout ça. Et oui, on leur apprend les méthodes agiles quelque part. Oui. Alors, cette notion de plaisir, moi j'ai un fils il a 14 ans, mais quand il était plus petit, il faisait un défi techno quand il était en CE1, et c'est la seule fois où il s'est fait virer de la classe. Il était tellement excité par sa petite voiture qui fonctionnait, je pense, en Scratch. Ça l'excitait tellement que la maîtresse était obligée de la mettre dehors. Et alors que c'est pas du tout le genre. Donc, il y a vraiment cette notion de plaisir intense. Voilà. Et, je l'amènerai avec moi, Stéphanie, si, si on peut faire un atelier. Pas de souci. Alors, moi, j'ai une question pour Olivier. Je sais pas si… Oui, parce que par rapport à ton parcours professionnel, comment est née ton envie? Enfin, tu as dit, si j'ai bien écouté, tu es dans l'informatique, c'est bien ça? Et d'où est née cette envie de faire ce métier-là? Moi, c'est depuis tout petit, en fait. Moi, ça a commencé par l'électronique. D'accord. Et au moment de l'entrée dans les études supérieures, j'ai eu le choix entre électronique et informatique, à l'IUT de Lannion d'ailleurs. Et moi, j'ai choisi informatique parce que ça me correspondait mieux. Je suis plus conceptuel que matériel, mais les deux m'intéressent. Donc, voilà. Et oui, effectivement, j'ai découvert un monde. J'avais déjà commencé. Ouais, j'avais commencé par du langage C, effectivement. C'est surtout ce qu'on peut faire avec. Je pensais à ça, notamment en robotique, on connaît tous les drones, et les drones sous-marins aussi. Je pense que ça, c'est peut-être un axe. Alors, peut-être pour la tranche d'âge plus supérieure,
pour intéresser les jeunes, pour leur montrer ce qu'on peut faire avec la robotique. Je sais pas. D'accord. Merci en tout cas, Olivier, de ton témoignage, parce que justement, mon idée dans ma question, c'était comment créer des vocations. Alors, ça me fait rebondir sur une remarque de Pierrot, et si tu veux bien encore, parce qu'on a eu un échange la semaine dernière sur ton questionnement concernant l'accès aux filles dans les ateliers de robotique. Voilà. Est-ce que tu souhaiterais, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, échanger là-dessus comme Stéphanie est développeuse, je ne sais pas, est-ce qu'elle a peut-être des réponses à ton questionnement, ou alors tu as peut-être trouvé ta réponse depuis? Trouver ma réponse. Non, je n'ai pas de réponse et je n'ai pas vraiment. Je ne me suis pas vraiment investi encore dans ce sujet-là. Ouais. Peut-être rappeler ta question concernant comment faire venir des filles en atelier robotique. D'accord. Donc, il y a cette question, mais en fait, cette question, elle est beaucoup plus large que ça parce que dans une structure socio-éducative dans laquelle je travaille, on remarque, mais dans toutes les structures, on remarque ça, il y a beaucoup de garçons qui, en tout cas sur les tranches ados, hein, parce que je parle de cette tranche d'âge-là, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Il y a beaucoup de choses qui se jouent, donc il y a effectivement, je pense, des imaginaires qui font que les filles n'ont pas forcément leur place, ou en tout cas les garçons ne leur laissent pas la place. Voilà, je ne saurais pas comment dire ça, mais je sais pas. Je sais pas en fait comment démêler cette question, mais je commence à me les poser. Pour l'instant, ma seule approche, c'est d'essayer de produire une communication inclusive. Donc ça veut dire mettre des images de filles dans les affiches. Ça veut dire de marteler que les ateliers sont pour les filles et pour les garçons. Hein, mais voilà, quel mot fille, mais je sais d'avance que ça va pas suffire, ça va pas marcher. Voilà. Donc je ne sais pas, je pense pas qu'il y ait de réponse à ce problème, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de questions à soulever, à identifier pour essayer d'avoir une approche inclusive sur la question du genre. Alors Stéphanie. Alors, nous, on a remarqué des choses. On a remarqué, c'était assez rigolo d'ailleurs, au niveau des inscriptions, surtout l'année dernière. Quand on a fait le Devox for Kids en février après le DevFest, au niveau des inscriptions, sur les tout petits, on avait une majorité de filles. Donc, on avait réussi à avoir des places supplémentaires. Donc, en gros, sur 10 enfants, on avait, à la base, ce qu'on fait, c'est pas forcément une bonne idée, on n'a pas trouvé pour l'instant la solution pour le faire. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on met en vente 5 places garçons, 5 places filles. Et après, pour les moyens, on met 10 places garçons, 10 places filles. Pourquoi on fait ça? C'est pour être sûr que les filles aient le temps de s'inscrire avant que toutes les places soient vendues. On espère que les gens, quand ils s'inscrivent, ils respectent ça. Voilà, c'est sur la bonne foi des gens. Pour l'instant, on n'a jamais eu trop de soucis. Et l'année dernière, ce qui s'est passé, les 5 places filles pour les tout petits ont été vendues en 2 jours. Il y avait plus de petits. Pour les petits, il n'y avait plus de places filles. Il y avait eu 2 places garçons de vendues. Et là, on a attendu un peu. La semaine avant l'événement, on avait des demandes. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir des places filles? Il n'y avait pas d'autres garçons qui avaient l'air de vouloir s'inscrire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les places qui restaient, on les a mis en commun. Et là, c'était les premiers arrivés, premiers servis, garçons-filles. Voilà, on ne voulait plus savoir. On avait fait, nous, une tentative. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, on s'est retrouvé avec 7 filles. Sur les 10 enfants, en fait, il y avait 7 filles pour 3 garçons. Voilà. Donc, côté petit, on avait plus de filles que de garçons. Côté moyen, au début, sur les 10 places garçons, 10 places filles, 7 places garçons étaient vendues contre 5 places filles.
Sachant que dans les places filles, il y avait ma fille, la fille d'Horatio, voilà, donc une copine de ma fille de GR. Donc voilà, et deux copines de ma fille de GR. Donc déjà sur les filles, on savait à peu près, il devait y avoir 4 et 5. Au fur et à mesure, ça s'est rempli, donc on a réussi à avoir la parité. Et quand on le faisait avec les plus grands, eh ben, on a eu le problème justement d'avoir très peu de places vendues. Et sur le nombre de places vendues, on avait par exemple 4 garçons pour 2 filles. Et après, on a commencé à discuter avec des parents autour. Pourquoi tu ne proposes pas à ta fille? Ça pourrait l'intéresser. Alors, il y a des parents qui nous ont répondu « Ah non, ma fille, elle ne serait pas intéressée par ça. Est-ce que tu lui as proposé ?»« Ah non, mais je sais, elle ne serait pas intéressée. » Ok. Ensuite, il y a d'autres, Horatio qui a une fille beaucoup plus grande, il s'est rendu compte, lui, de la chose aussi, c'est que sa fille, pendant des années, était passionnée par tout ce qui touchait autour de l'informatique, de la programmation, des jeux vidéo. Elle est devenue ado et là, elle a commencé à se maquiller, elle a commencé à changer. Donc, je pense que sur les moyens, c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive vraiment, si on veut changer la façon que ça se passe à l'heure actuelle, parce que tout le monde est d'accord là-dessus, la robotique, la programmation, l'informatique, qu'on soit une fille ou un garçon, c'est pareil. Il n'y a pas une question de force, il n'y a pas une question d'intelligence, c'est pareil pour tout le monde. C'est adapté à tout le monde. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça commençait, parce que j'ai eu le cas avec une copine de ma fille, ça commençait à cet âge-là, à 8-9 ans, où il commence à se dire « Ah non, mais ça, c'est pour moi, je peux… Non, je comprends rien. » Alors qu'un garçon va continuer à aller vers ça. Et je pense que… Pardon. Je pense que le problème vient du fait que les filles commencent à se mettre des barrières toutes seules. Alors, pourquoi elles se mettent des barrières? Je pense que nous, adultes, on est peut-être aussi responsables de la façon dont on leur parle, dont on leur explique des choses ou le schéma qu'on reproduit sans vouloir, sans le savoir, sans s'en rendre compte. On a nos propres biais. Et à partir du moment où on arrive à passer là-dessus, ou à leur montrer des exemples, des filles qui font ça, des filles à qui ça plaît, tout en restant des filles, sans être forcément garçons manqués, même si on ne doit plus utiliser ce terme-là. Mais je pense qu'il va falloir commencer aussi à présenter des rôles modèles. Donc c'est vrai que mettre des filles sur les affiches pour ces événements, c'est important. Nous, sur notre page de garde sur le site du Devox for Kids, on a mis une photo où c'est un garçon et une fille qui sont en train de faire l'atelier. On a essayé comme ça montre que c'est vraiment pour tout le monde. Mais c'est difficile. J'ai déjà échangé avec plein de gens sur le sujet. C'est compliqué, c'est un sujet, on ne sait pas comment l'aborder parce qu'on sait que si on force les filles à y venir, ça ne va pas forcément marcher ou alors elles ne vont pas forcément s'y retrouver. Donc des fois, on peut y arriver par d'autres biais, en passant plus sur des activités artistiques. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure de la carte microbit, je me suis aussi appuyée un peu sur un livre qui est fait autour de ça, où là, c'est autour du thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et en gros, on fait des ateliers autour de différents chapitres d'Alice au Pays des Merveilles, comme la partie de croquet avec la Dame de cœur, où on va pouvoir compter les points en fonction du mouvement, où on peut ajouter les points. Donc là, il y a à la fois du dessin, du coloriage, du montage, de la programmation. Donc peut-être en essayant par ces biais-là, ou en essayant de trouver les centres d'intérêt, comment aborder ces thèmes-là. Des fois, juste en jouant, en leur montrant, on s'amuse, un peu comme les ados en fait. Les ados, leur laisser la possibilité de venir, ou des fois en forçant un peu, ou en prenant que des filles, et en leur montrant que c'est pour elles aussi. Donc, je n'ai pas de solution. Ça fait des années que je fais ce métier, ça fait des années que je vois que le nombre de femmes n'augmente pas tant que ça. Donc, on a beau essayer par tous les moyens. Mais je pense que si on s'adresse, on va dire, à la tranche des primaires et qu'on arrive à trouver le moyen de faire qu'elles ne s'en désintéressent pas, je pense qu'après, à l'adolescence, on devrait garder quand même plus de filles intéressées par ça, sans pour autant passer pour des garçons. Voilà, c'est…
faut arriver à trouver. Je n'ai pas de réponse. J'essaie de surveiller moi-même mes biais par rapport à ma fille pour qu'elle reste complètement ouverte sur ce sujet-là. Mais j'avoue que je n'ai pas de réponse. Après, j'ai peut-être des idées. Mais je pense que le rôle modèle, ça peut aussi pas mal aider. On retrouve ces biais aussi en mathématiques, enfin en général, dans les sciences aussi. Par contre, on a un message d'espoir de Tony qui nous dit, donc petit retour d'expérience, il a accompagné 2019 et début d'année 21, où il a mis en place des ateliers de découverte sur le développement sur 20 places. Ouais, je me suis gouré en fait. Voilà. 2020, c'est 2020, j'ai du mal avec les Ah oui, pardon. Ouais. Mais j'ai oublié l'année 2020. La majorité étaient des femmes, donc c'est bien ça aussi. Enfin, oui. C'est un retour, c'est en conversion en fait. C'est en reconversion, c'est ça? Ouais, complètement. C'est que, alors je sais pas du coup Stéphanie, justement un peu ton avis par rapport à ça, mais c'est vrai que moi je le vois sur le bassin, c'est vrai que depuis deux ans, on va dire, enfin la crise est un peu compliquée, mais on va dire depuis 2 ans, je le perçois beaucoup plus en fait, déjà dans les meet-up, du coup dans les salons, dans les ateliers justement. Moi c'était clairement mon objectif du coup, comme j'allais ouvrir une école justement, mais j'avais pas d'action spécifique. C'était quelque chose que je disais très facilement, très volontairement. Mais souvent, en fait, j'atteignais 70% du coup de public féminin du coup sur les ateliers. Et je les ai faits à Morlaix, à Landerneau, Quimper et Brest. Du coup, et donc c'était à chaque fois dans les différentes villes. Landerneau c'était un peu plus particulier, mais sur les autres c'était aussi également alors on s'approchait de 50, 60, 70%. Mais il y avait une vraie tendance. Et puis sur des accompagnements, parce que je fais un peu de coaching du coup, d'accompagnement sur des personnes en reconversion, j'accompagne beaucoup plus du coup des femmes liées au métier sur leur entrée justement dans le numérique, et notamment sur la partie dev, pour qu'ils aillent en poste, pour qu'ils aillent quand ils sont en poste et quand ils rentrent dans une formation. Et c'est vrai que je sens un engouement en tout cas plus fort qu'il y a quelques années où on se battait beaucoup plus. Du coup, je pense que tu vois un peu Stéphanie, du coup, est-ce que tu le perçois aussi ça justement? Parce qu'on parlait des enfants, mais il y a au niveau des adultes, je pense qu'au niveau économique, marché, on a peut-être réussi à peut-être mettre un peu plus le focus aujourd'hui. Mais en fait, moi, ce que je trouve, c'est vrai que je le remarque, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on perd quand même toute une portion de la population qui aurait pu y aller directement. Et en fait, il faut que la plupart, elles sont en reconversion, mais elles ont toutes passé 25, 30 ans. Et en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas osé, qui ont toujours eu envie d'aller vers ça et qui n'ont jamais osé parce qu'il y a des... Et moi, ce que je voudrais éviter, c'est que des jeunes maintenant se mettent ces barrières-là. Et j'avoue, pour avoir discuté justement avec celle qui est partie à Lannion, à la base, elle voulait faire des études d'avocat. Donc, quand on lui a présenté, elle a participé en tant que bénévole au DevFest et qu'elle a été un moment, en fait, à surveiller une salle. Et on s'était un peu arrangé pour que la salle à surveille, ce soit intéressant. C'était autour des jeux vidéo, du développement de jeux vidéo. Enfin bon, c'était un peu... On n'avait pas fait exprès, mais quelque part, elle a trouvé ça tellement passionnant. Et c'est là où on se dit que des fois, il faudrait peut-être juste montrer ce qu'est le métier et pas juste faire des échanges ou discuter avec les gens. Parce que la première question qu'on nous pose, il faut être bon en maths. Il faut avoir de la logique et tout le monde n'est pas obligé d'être bon en maths pour être développeur ou faire ce métier-là. En plus, notre métier, tu le sais très bien, Tony, il y a plein de choses différentes à faire. Olivier est développeur dans le système embarqué, c'est quand même aussi un autre domaine et j'avoue que je joue un peu avec l'électronique, mais vraiment des niveaux très bas. Mais je trouve dommage d'avoir perdu des gens en formation initiale ou qui se sont mis des bâtons dans les roues, voire même, moi je connais beaucoup de femmes qui étaient développeuses où on a commencé en même temps et qui ont arrêté le développement. Pendant un moment, il y avait 20% de femmes et 10 ans plus tard, ces 20% de femmes étaient descendues à 15%. Donc oui, maintenant en reconversion, il y en a de plus en plus et ça, je trouve que c'est génial. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on les perde à partir du collège. Et pour ajouter, justement, il y a une tendance qui commence à émerger, et là, c'est plutôt un avertissement, c'est que sur des personnes en reconversion, sur des femmes, il y en a beaucoup qui arrêtent au bout de quelques années aussi.
Donc en fait, et c'est pour ça que moi je suis assez d'accord. En fait, du coup, je suis totalement d'accord sur l'ensemble. Je pense que c'est problème systémique en fait. C'est la place de la femme dans l'ensemble de la société qui fait qu'il y a plein de barrières en fait, de différents niveaux. Parce que ce soit sur l'enfance du coup jusqu'à l'entrée, l'adolescence et du coup le choix des métiers, l'orientation et compagnie, où du coup il y a forcément du coup de l'interaction pour créer des vocations. Il y a aussi un problème du coup sur l'après, puisque du coup, par exemple, sur la reconversion, il y a des chiffres qui commencent à arriver sur le fait que 5 années après ou quelques années après, ils n'y sont plus. Et ils n'y sont plus parce que en entreprise, il y avait un certain nombre de choses systémiques qu'on connaît tous qui a provoqué qu'ils arrêtent ce métier. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un ensemble en fait, du coup, qui est vraiment dommageable. Et je suis d'accord que c'est l'ensemble des deux en fait, du coup. Ouais. Et c'est vrai que ça augmente. Et je trouve toujours dommage qu'au bout de 5 ans, le nombre de femmes qui étaient dans ce métier, qui aimaient ce métier, arrête parce qu'il y a des choses qui sont compliquées. Il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on commence à faire ce métier, on n'arrête jamais d'apprendre, par contre. C'est un métier où on doit toujours quand même apprendre. On ne peut pas vivre sur nos acquis. Quand on sort de formation, on n'a pas fini, on va continuer. Je pense que c'est un peu comme être enseignant, pour moi. Quand on est enseignant, on va pas non plus. On a bien vu, nous, quand on était à l'école, on a eu des enseignants qui étaient fiers de nous présenter les slides qu'ils avaient fait des années avant, alors que tout le monde, on évolue, la société évolue, donc on doit toujours quand même être dans une continuité d'apprendre et d'apprentissage, de faire apprendre. Et quand on fait ce métier-là, c'est pareil, on ne peut pas rester sur des acquis, il faut toujours se former, il faut toujours continuer à voir ce qui se fait un peu partout. Les ordinateurs, ils ne restent pas statiques, ils évoluent aussi, les outils, ils évoluent, notre environnement, il évolue, donc on est obligé de toujours être en formation et ça demande quand même des fois de savoir aussi se repositionner, se remettre faire un bilan assez souvent sur ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Il y a un truc dont on ne parle pas beaucoup, mais le burn-out, il est quand même assez présent parce que beaucoup de gens, c'est quand même aussi une passion. On ne sait pas s'arrêter et on ne sait pas se préserver. Donc, on a quand même aussi tendance à faire des burn-out. J'en connais de plus en plus et ça me fait peur aussi de temps en temps de voir moi-même, des fois, je suis peut-être à la limite aussi. Donc, essayer de se préserver, c'est pas facile. Donc, je pense que ce qu'on montre à nos enfants, c'est pas toujours non plus ça. Et des fois, ma fille me dit, mais on est dimanche, tu travailles pas aujourd'hui, hein, t'es bien ok. Je travaille pas le dimanche normalement. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, mais si, des fois, tu travailles. Non, mais c'est pas parce que je suis sur l'ordinateur que je travaille. Des fois, je m'amuse aussi. Donc voilà. Donc, je pense que des fois aussi, on montre peut-être pas forcément nous-mêmes qui faisons ce métier-là, on montre peut-être pas toujours le bon exemple, et ce qui fait que parfois ils n'ont même pas envie de continuer là-dedans aussi. Hein. J'avoue que j'ai pas toujours. Je me pose des fois beaucoup de questions là-dessus. Après, on peut pas aller non plus contre certaines personnes qui ne veulent pas, donc qui ne veulent pas qu'on soit là nous non plus. Donc c'est pas toujours facile. Mais je pense que si on s'attaque plus aux petits, que ça sera peut-être, on arrivera peut-être à quelque chose à la fin. Hein. Mais il faut arriver aussi nous-mêmes à combattre nos biais. Et je dis pas que j'en ai pas. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous pour l'invitation. Voilà. Est-ce qu'on termine là sur sur ce retour tellement plein d'authenticité que moi, ça m'a emmené très très loin dans mon rapport avec mes collègues développeuses il y a 20 ans. J'espère qu'elles le sont toujours parce qu'elles étaient drôlement douées. Et, ouais. J'espère aussi. Ouais. C'est vrai que voilà. Merci pour cette petite digression qui nous a amené, je ne sais pas, sur un sujet vraiment important aussi pour nous tous. Ce soir, on est une majorité de femmes hein, sur ce meet-up. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une question à nous de nous accrocher aussi dans ce domaine. Et d'ailleurs, petit point à remarquer, et c'est toujours du coup, dans tous les meet-ups qu'on fait en ligne, majoritairement, il y a plus de filles que de gars. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Hein. À chaque fois, c'est pareil. Hein. Donc, pour la petite, voilà.
En espérant qu'on puisse un jour sortir de cette pandémie et pouvoir refaire des ateliers. Voilà, ce serait idéalement, ce serait la belle synthèse de post-meetup. C'est qu'on puisse inviter Stéphanie, qu'on puisse aussi avoir du matériel et une salle et que ce soit une proposition qu'on puisse faire sur le territoire du Pays de Morlaix à des parents, à des enfants, à plein de filles. Et de garçons. Et de garçons. Voilà. Bah, écoutez, je n'ai même pas envie de le clôturer, ce meet-up, mais je remercie chacun de vous, chacune de vous. Merci Stéphanie, merci Christelle pour avoir tiré ce fil le tisserand ce soir. Et je trouve qu'on est vraiment descendu profondément. Donc vraiment, merci à toutes les deux, puis merci à tous les présents. Merci Sacha, certainement le plus jeune d'entre nous. Merci Claire, merci Pierrot. Merci Olivier, merci Émilie avec Gwendal qui dort. Merci Tony. Voilà, et on se retrouve en meet-up de Tisserand donc dans un mois sur un sujet peut-être un peu plus prosaïque. On a réfléchi avec Tony, puis on va voir avec Émilie et Christelle si ça leur dit. Si ça leur dit, voilà, on aura peut-être un sujet autour de la donnée. Mais moi, ça m'a vraiment donné envie, Stéphanie, en fait, d'aller coder à nouveau, d'aller faire du... Voilà. Moi, j'ai envie de retrouver mes 8 ans et de venir avec toi. Mettre des trucs en route. Voilà. Ben, merci. Hein. Merci à tous. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir. Merci les TEF. Merci Christelle, merci Stéphanie, à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.